Allô, c'est bon? Je suis désolé. Est-ce que vous entendez ma sonnerie ou pas? Oui. Ah fuck, je voulais pas. C'est pas grave. Super musique. Ouais, c'est Kansas. Je l'aime bien, cette chanson. Parce qu'elle me rappelle une des séries que j'aime bien. C'est Supernatural. Donc, je disais que... Jack, tu sais, en 2024, si on reçoit un appel, qu'on peut écrire un message, je suis occupé, je t'appelle après. Oui, mais si je le fais, je sors du live et j'ai peur que ça bloque pour tout le monde. Vu que je suis l'hôte. Ah, ok. Ah oui, ok. sinon je l'aurais fait, mais oh. Ah, ok. Je suis l'hôte du live, je suis vraiment coincé, bloqué. Mais D'ailleurs, c'est peut-être la dernière fois que je vais live avec mon téléphone, hein, c'est comme ça. Oui. Peut-être live avec mon PC. Sinon, t'as une autre solution, Jack, hein, tu peux donner le numéro de la personne qui t'appelle sur le live et les gens dans le chat vont lui écrire que t'es occupé. Hein. Je vous présente Dari, voilà. C'est pour ça que je l'aime bien. Il a toujours les plus mauvaises solutions à des problèmes simples, voilà. Ouais, Tu lui donnes un petit problème et te propose une solution qui va démultiplier le problème. Il excelle dans les blagues sur Aïcha, ceci dit. Là, il en a pas encore sorti. Oui. Quelqu'un lui a posé la question, est-ce que tu as une fille? Il a dit oui, j'ai une fille de 6 ans et un gendre de 51 ans. Tu m'as tué Dari. سمعت بيه واحد سقساه في لايف اذا عندك بنتك قال له عندي بنتي تاع 6 سنين ونسيبي في عمر 51 سنه. Enfin. Est-ce que tu veux te présenter, Dari? Tiens, on va profiter de un petit moment de après. Je peux, oui, si les gens veulent. Après, je suis pas spécialement le plus intéressant de la soirée. Hein. Je fais des petites blagues parce que je connais pas grand-chose au Coran, mais j'aime bien taper sur les trucs qui. C'est quoi ta spécialité? C'est quoi ta spécialité? C'est quoi la thématique de ta chaîne YouTube que je recommande? Et surtout, ces jours-ci, quels sont les problèmes que tu as subis justement par rapport à ta chaîne YouTube? Voilà les 3 questions. Ok. Donc ma spécialité c'est l'archéologie. Donc j'attaque un doctorat en septembre, mais je suis archéologue minier de formation. Donc je m'intéresse à tout ce qui est extraction de minerais, donc le métal et les carrières. Sur ma chaîne, donc je fais un peu de vulgarisation en histoire, en archéologie, et je fais pas mal de debunk, donc de l'analyse critique de documentaires conspirationnistes. Je me suis attaqué à la révélation des pyramides, à un film qui s'appelle L'autre terre des dieux, qui nous explique qu'il y avait des géants en Roumanie à l'époque antique et que les archéologues cachent tout parce que les archéologues sont méchants. Et à un film qui nous expliquait que les Vikings ont inspiré les Templiers et les ont rendus païens pour construire des cathédrales en Europe à la gloire des dieux scandinaves. Et ça plaît pas forcément à tout le monde que je critique ce genre de sujet. Et les soucis qu'on a eu en ce moment, c'est que donc l'auteur de la révélation des pyramides, donc Jacques Grimaud, qui a été condamné pour harcèlement devant un tribunal français, s'est exilé au Chili, apparemment, et a sorti la suite de son film, donc La Révélation des Pyramides 2, qui a été financé par le public français, mais il a sorti son film en version espagnole uniquement. Donc ça a fait gueuler les francophones qui avaient donné plus de 100 000 € quand même pour faire ce film. Et pour que son film en espagnol puisse marcher tranquillement, surtout en Amérique latine, il a décidé de censurer toutes les critiques de son premier film. Donc il y a eu une trentaine de vidéos qui ont été strikées par YouTube, il y a eu des chaînes qui étaient sur la sellette, il y en a une qui a fermé, Scam a fermé. Et pendant quelques jours, on a bataillé contre lui et contre YouTube pour faire en sorte que les vidéos soient rétablies et que la critique puisse s'exprimer librement. Et je trouve que c'est ce qui nous lie un petit peu ensemble. C'est que vous avez des extrémistes religieux qui essaient de vous faire taire. Bah nous, c'est juste des gourous qui abusent de crédules pour se faire du pognon. Et je pense que j'ai fait le tour. Et est-ce que ça avance, cette affaire avec YouTube? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à annoncer ou pas? De mémoire, toutes les vidéos sont revenues en ligne, sauf la chaîne secondaire de Gollum, Scam, qui a été détruite et là c'est irrémédiable. Il a pas réussi à la récupérer. Et la tienne, ta vidéo? Ouais, moi tout est revenu en ligne. Alors parce que moi j'ai un gros passif avec Grimaud. C'est la 7e fois qu'il essaie de me censurer. 7e? Ouais.
Et la première grosse fois où il l'a fait, c'était en 2019. YouTube, en fait, quand... Ça t'embête si je décris un petit peu le système de strike sur YouTube ou c'est chiant? Non, vas-y. Quand quelqu'un veut faire supprimer votre vidéo sur YouTube pour atteinte au droit d'auteur, parce que c'est ce qui nous est reproché, parce que je cite des extraits du film. Comme vous citez le Coran pour être sûr de pas travestir les paroles du prophète ou d'Allah ou que sais-je. Moi, je mets des morceaux du film pour montrer aux gens que ce que je critique, c'est vraiment ce qui est dit dans le film. Je fais pas de retouches. Et précise que sur YouTube, tu as le droit de faire ça. Tout à fait. La loi française, dans l'article L122-5 à l'alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, c'est marqué « L'auteur ne peut s'opposer à la diffusion de courts extraits de son œuvre à partir du moment où elle a été diffusée si la personne qui cite indique la source. Okay. » Et il faut que ça soit dans un cadre polémique, éducatif, humoristique, critique, parodie. Humoristique, ouais, ou de parodie. Tout à fait. Et donc en 2019, Grimaud a striké mes 2 vidéos. Donc moi j'ai contesté. Et normalement, donc quand quelqu'un vous strike une vidéo sur YouTube, quand vous faites la contestation, YouTube vous dit « Ok, on prend en compte votre contestation, vous n'êtes pas d'accord avec le strike, soit. On s'accorde 10 jours, et pendant ces 10 jours, on va demander à la personne qui prétend posséder les droits sur votre vidéo, on lui demande si elle a porté plainte pour contrefaçon. Si la personne ne l'a pas fait, on remet vos vidéos en ligne. Si elle l'a fait, rendez-vous au procès avec cette personne. » Et il se trouve qu'en 2019, j'ai mis plus de 2 mois à voir mes vidéos rétablies. Parce que, en général, quand les gens se faisaient striker sur YouTube, soit c'était des gros youtubeurs, ils avaient un partenaire, dès qu'on a 100 000 abonnés sur YouTube, on a un petit peu un référent humain qui est notre référent spécial auprès de YouTube. On n'a plus affaire à des robots, on a affaire à des humains. C'est ça, on peut passer par un humain directement. Et donc moi, j'avais peut-être 20-25 000 abonnés, un truc du genre, donc je tombais face à des robots. Et en général, quand on tombe face à des robots, on en a vite marre et on abandonne. Et le truc, vous l'avez bien compris avec mes blagues sur Aïcha, quand je mords quelque chose, je ne lâche pas. Et donc je suis parti en guerre contre YouTube pendant un peu, je crois 2 mois ou 2 mois et demi, jusqu'à tomber sur un humain qui a été génial. Et il m'a dit, oui, ta contestation, elle est totalement valable. Par contre, chez YouTube, ils sont pas habitués à ce que les gens contestent, et donc ils n'arrivent pas à remettre tes vidéos en ligne. C'est pour ça que ça a pris 2 mois. J'ai des programmeurs chez YouTube qui ont galéré parce que même si ma contestation était acceptée... Mais ça, c'est YouTube France, c'est ça? Là, je sais pas exactement. Il m'a pas dit si c'était France ou plus haut, mais ça a pris 2 mois et demi, donc en février 2019, ou en avril, non, ça devait être février. Et là, mes 2 vidéos, entre ma contestation, j'ai contesté un soir vers 20h, le lendemain... Vas-y. Est-ce que tu peux préciser, parce que c'est un point important, à partir de 3 strikes, tu perds ta chaîne? Oui, tout à fait, ouais. Parce que c'est important de préciser. Ouais. En fait, quand on a la contestation, on arrive sur notre tableau de bord YouTube, et ça vous dit, attention, vous avez une vidéo qui est supprimée, cliquez ici pour voir ce que vous pouvez faire. Sauf que si vous prenez 3 strikes, la chaîne, vous ne pouvez plus y accéder. Donc, pour demander des explications, il faut écrire un petit mail à copyright@youtube.com, et là, c'est le paradis du robot, c'est Futurama, quoi. On est incapable de tomber sur un humain, et ils s'en foutent. Fondamentalement, ils ont beau dire oui, on lutte contre la désinformation, il suffit de voir les vues que font les documentaires conspi, les trucs sur la Terre plate, on n'a jamais marché sur la Lune, et tout ça. Mais en gros, en février, moi ça a pris 2 mois et demi pour que mes vidéos reviennent, et là j'ai contesté à 20h, je crois un jeudi soir. Le vendredi à 11h49, j'ai reçu le mail de YouTube qui me disait on prend en compte votre demande. Et à 11h55, ils m'ont dit non mais c'est bon, elles sont remises en ligne, ça fait 6 fois que Grimaud il essaie de vous chercher des noises, c'est bon, on arrête de le croire, il vous strike toujours les mêmes trucs pour les mêmes raisons, on sait qu'il mitonne, bienvenue chez nous. Et franchement ça fait du bien de voir qu'il y a des... Mais est-ce que le strike disparaît complètement là? C'est-à-dire ta chaîne devient clean? Il est plus valable. En fait, j'ai toujours le petit message de attention, vous avez un avertissement, mais dans les faits, il n'existe plus. C'est juste le temps que ça s'archive. Et normalement, un strike, il dure 90 jours. Oui. C'est-à-dire que si tous les 3 mois, je me fais striker une vidéo, je serai toujours à 1. Donc, 90 jours comme ça. Je croyais que c'était plus. T'es sûr? Non, c'est 3 mois.
Ouais, le strike, en fait, le strike il va rester. Ta vidéo elle est supprimée toujours. Mais l'effet de 3 strikes, ta vidéo, ta chaîne est fermée. Ben, je crois que c'est 90 jours pour que ton compteur reparte à 0. Après, c'est à vérifier, peut-être que ça a évolué depuis 2019. Hein. Je pourrais aller voir si tu veux. J'ai des doutes. Parce que ça me semble un peu court quand même, 3 mois. Bah, c'est bien d'avoir des doutes. C'était 6 mois ou un truc du genre. Mais ouais, non, je crois que c'était 3 mois. Hein. D'accord. Bah, j'irai vérifier. Je te fais confiance. Bah, me fais pas confiance aveuglément, tu sais, je peux me planter comme tout le monde. Je ne suis qu'humain, je ne suis pas prophète, tu sais. Moi, quand je tombe, tu vois, si j'avais été le prophète, là, Gabriel serait apparu, il m'aurait dit, mais non, Dari, ce n'est pas 90 jours, c'est 1 an. On va l'écrire quand même au cas où. Mais si tu veux que ça soit 90 jours, on peut mettre 90 jours. On peut toujours s'arranger. Pour toi, ça sera 90 jours. Les autres, ça sera 10 ans. On dit pas Gabriel. On dit pas Gabriel, on dit Djibril. Ah pardon. Tu sais, moi je maîtrise pas, voilà, j'ai pas toutes les, je parle pas du tout arabe. Non mais c'est la même chose, hein. C'est vraiment la même chose. Et c'est ce que je disais à Casus tout à l'heure, c'est que quand le docteur Khaled était en train de parler, il y a des fois où il a lu le verset en chantant, et je lui ai dit putain mais c'est con parce que ce qu'il doit raconter, bon si vous en avez parlé après avec Aïcha et autres, ce qu'il raconte doit être terrible, mais c'est tellement beau. Et ça crée cette... Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, moi qui suis pas habitué au arabe... Oui. En fait, c'est ça qui est bien avec les... Enfin, qui est bien. Qu'est-ce que je dis? C'est ça qui est intéressant à relever, vraiment, et remarquable. Pour le coup, ça veut dire que tu remarques. Parce que moi, j'ai une formation de musicien. Et donc, ce genre de truc, ça me saute aux yeux. C'est la capacité des religions à s'accaparer quelques versants artistiques pour se mettre en valeur. Et ça peut aller ça peut toucher n'importe quel art, hein, vraiment. D'ailleurs, la religion, elle est toujours contre l'art quelque part, mais elle l'utilise. Et tout dépend de son degré d'efficacité. Tu sais, moi, les religions, je pense que le principe de l'évolution, vraiment le principe de l'évolution des espèces, c'est-à-dire le darwinisme si tu veux, moi il s'applique sur les religions. Moi je pense que à tout moment, chaque année il y a des religions qui spontanément en sortent, mais celles qui ne s'adaptent, celles qui n'ont pas une bonne méthodologie, celles qui ne s'adaptent pas, finissent par disparaître. Donc il y a comme le temps sélectionne les religions les plus efficaces en termes d'endoctrinement, en termes de propagande, et c'est elles qui restent. Donc elles sont vraiment très efficaces. C'est pour ça qu'on a des religions qui sont très efficaces. Par exemple, l'islam, son pouvoir d'endoctrinement et son pouvoir de contrôle et de manipulation, il est très très fort. Il faut pas sous-estimer. On parle de plusieurs milliers d'années d'expérience. Certaines religions, c'est vraiment plusieurs milliers d'années. Et nous, on débarque comme ça en 2024, on pense qu'on peut tout casser. Non, faut respecter vraiment ça, parce que si tu le prends pas en compte et que tu penses que c'est un truc facile, c'est pas le cas. Donc, ils utilisent quelques trucs artistiques, entre autres la musique. Parce que, justement, le Coran, comment il est lu, comment il est chanté, même le adhan, je sais pas comment on dit en français, l'appel à la prière, je crois, c'est ça? Même l'appel à la prière, la gamme utilisée, ça diffère un petit peu d'un pays à un autre, mais la gamme, elle est très belle. Tu vois, moi quand j'entends, quand tu entends justement le Coran qui est chanté, ou le muezzin, on me dit le muezzin. Ça se dit comme ça en français? Muezzin. Muezzin. Comment? Muezzin. Le mueddin, c'est le muezzin. Ok. Ouais. Donc voilà, comment il chante, ben, il utilise une gamme précise. Par exemple, c'est moi, en Algérie et tout, c'est ce qu'on appelle une gamme phrygienne double harmonique. Je sais pas comment, voilà, pour ceux qui connaissent un peu de musique, voilà, c'est la gamme phrygienne de double harmonique. Et c'est très beau. Moi, personnellement, j'adore cette gamme. Quand je l'entends, ça me fait toujours quelque chose. Je sais pas si c'est mon côté musicien ou si c'est mon côté culturel, parce que je suis quand même nord-africain, mais ça me touche. Donc, la religion va utiliser cet aspect. Alors, aucun problème. Et je pense même,
Je pense que cette analogie s'applique même sur la chrétienté en Europe. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs artistiques que la religion a utilisé. Toi qui es dans l'archéologie, et dans l'histoire, tu touches un peu l'histoire, tu touches un peu, je sais pas, l'archéologie touche quand même quelques domaines. Je suis sûr que tu vas trouver plein de trucs artistiques pour justement mettre en valeur des religions et des croyances. Bah déjà, toute la musique classique européenne est basée sur la religion chrétienne, hein, dans l'ensemble. Je pense pas. Ils ont même pris sur l'art gréco-romain. Je pense les sculptures, le truc, comment on dit, iconisation, c'est ça? Je sais plus comment on dit en français. Ah, l'iconographie. L'iconographie. C'est ça? Ouais. Bah, ça, c'est clairement pris de l'art comment on appelle ça? L'art gréco-romain ou hellénistique. Pour moi, ça saute aux yeux. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que je suis pas vraiment européen. Bah, à partir du milieu du Moyen-Âge, quand on commence à rentrer dans le gothique, on va dire, ouais. Mais avant ça, l'art roman est assez... Archéologiquement, on retrouve des similitudes entre les églises proto-chrétiennes du Moyen-Orient et puis les églises romanes, mais c'est une perpétuelle évolution. Il n'y a pas eu un débat... alors, putain, en français... Est-ce que ça se dit en français iconoclaste? Ouais, iconoclaste, iconodoule, ouais. Donc c'est les termes que je connais. Donc il y a eu carrément un débat et peut-être même des morts hein, à cause de ce... Oui, ça s'est tapé dessus. Ça s'est tapé dessus pour savoir s'il fallait donner une image ou pas au Christ et à Marie et en compagnie. Et le même débat a eu lieu dans l'islam. Et nous, c'est pas les mêmes qui ont gagné, disons cela. Parce que là, actuellement, il est complètement interdit de personnifier ou de dessiner ou surtout le prophète ou Allah. C'est vraiment considéré comme un blasphème ultime. Juste de le dessiner, je parle pas de caricature, juste de le dessiner, c'est considéré comme un péché ultime. C'est leur choix, écoute. S'il y en a qui veulent refuser... C'est dommage. Après, tu vois, moi par exemple, je suis jamais rentré dans une mosquée, je sais pas comment c'est à l'intérieur, tu vois. J'admets mon inculture totale, alors que j'ai fait pas mal d'églises, mais pour le côté historique, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de mosquées qui sont très très belles, que ça soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Je sais par exemple, là où il y a eu un petit mélange ou d'influence de plusieurs cultures, quand il y a eu l'Andalousie, parce que quand même, je crois que pendant 500 ans à peu près, l'islam est resté en Espagne, et il avait une présence en Espagne pendant 500 ans, je crois que du 9e siècle, 9e jusqu'au... Pardon? Dans le sud, tu peux monter, ouais, t'es plus à 800 qu'à 500. Ouais, mais petit à petit, là, en disant que son influence a commencé à réduire, mais si on prend vraiment du départ jusqu'à ce qu'il soit complètement expulsé, oui, on peut aller jusqu'à 700, 800 à l'aise. Mais là, je suis sûr que tu trouveras des mosquées qui sont très très belles, que ce soit l'architecture, comment c'est fait à l'intérieur, la sonorisation, l'écho qui existe à l'intérieur, mais bon, pour le moment, je sais pas pour vous, mais c'est très difficile d'apprécier. En tout cas pour moi, en tant qu'Algérien, c'est très difficile d'apprécier ce genre d'art, parce que je l'associe à chaque fois à des textes. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir tellement de recul qu'on pourra, comme vous, avec les églises et avec les cathédrales. Oui. Bah, je sais pas si on a le même traumatisme avec les églises, parce que, tu vois, je vais parler pour la France uniquement, mais quand on a eu la séparation de l'église et de l'État en 1905, on est passé dans une période très laïcarde. Avant d'être laïque en mode, ouais, toutes les religions sont les bienvenues, on a eu un gros mouvement anti-religion. On a fait du curé, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, ça a pas mal tapé sur l'église, et je pense qu'on s'est détaché relativement, on s'est beaucoup détaché de la religion. Et on peut après, enfin, j'ai pas l'impression que y ait des difficultés à apprécier l'art religieux. Tu vois, on distingue vraiment le fait religieux de la religion. J'ai l'impression, après, Casus, tu me dis si t'as pas le même ressenti que moi. Ouais.
Je suis normand, donc c'est une région un peu païenne. J'ai exactement le même ressenti, mais aussi c'est peut-être parce qu'on a eu une éducation qui nous a poussé à nous intéresser à la culture aussi en faisant abstraction. Je sais pas, moi j'ai été éduquée dans l'athéisme, donc forcément l'art je le voyais pas de manière religieuse du tout. J'ai jamais réellement fait une corrélation entre ce qu'a apporté la religion en bien et ce qu'elle a apporté en mal en fait, dans le sens où j'ai toujours dissocié les deux. Mais c'est peut-être aussi le temps, hein. T'as vu, ça fait 200 ans bientôt, enfin plus de 100 ans en tout cas. Tu vois, donc ça joue. Je vous fais rapidement une gamme phrygienne. Ouais, double harmonique, pour que vous compreniez ce que c'est. Là, je vais vous faire un truc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, truc ça. Tu vois, c'est do. Mais si je triture un peu, donc je change, bon, je vais pas faire un cours, mais la gamme double harmonique, ça donne ça. Pardon. Et tu peux... Et c'est ça, la gamme phrygienne double harmonique où tu peux... Et c'est ce qu'on entend aussi dans les flamencos espagnols, enfin, flamenco c'est espagnol. C'est pratiquement la même, oui. Vraiment, ouais. C'est pratiquement la même. Il y a juste surtout une note où ça fait toute la différence. Dans le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu prends le sol, tu le remplaces par un sol dièse. Et déjà, tu as un début de quelque chose qui te donne une certaine sonorité. Il y en a qui l'appellent arabe, il y en a qui l'appellent andalou, il y en a qui... Et donc, ceux qui chantent le Coran s'inspirent beaucoup de ça. Merci beaucoup, Dari. C'était très gentil de passer. Merci à toi, parce que, mine de rien, c'est grâce à toi que j'ai les 1000 abos, donc je vais pouvoir commencer du live, et je vais faire un petit peu de live sur l'archéologie, sur TikTok. On attend ça avec impatience. Les soirs où vous ne serez pas en live, vous tous, parce que vous êtes tout le temps là, et je sais pas où me caser pour... parce que j'aime bien venir vous écouter, mine de rien. En fait, il y a, je crois que c'est toi qui dis pyramidio, c'est ça? Ou c'est pas toi? Oui. Enfin, c'est le terme consacré pour les conspirateurs des pyramides. Ben, il y en a beaucoup sur TikTok. Hein. Voilà, ouais, j'ai vu. Je te préviens. Il y a du boulot. Ouais, j'ai pas peur. Hein. Non, mais sérieusement, il y en a beaucoup. Ça veut dire, même nous, dans les débats sur l'islam, on nous sort l'argument des pyramides pour nous dire que l'islam est vrai. Donc, t'imagines à quel point c'est... Ouais. Quand c'est comme ça, viens me chercher. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, on perd pas notre temps. C'est-à-dire, quand on voit ce genre d'argument, ça nous intéresse pas parce que c'est pas vraiment relié au texte. Alors que nous, on veut vraiment parler au texte. Au début, moi, je voulais à chaque fois quand ça parlait de pyramides, de trucs, mais avec Mevo à côté, il me laisse pas vraiment faire ce que je veux. Donc à chaque fois, on revient au texte. Parce que moi aussi, j'adore. J'ai vu toutes tes vidéos même plusieurs fois sur les pyramides. Donc ah, c'est toi qui est revenu plusieurs fois sur les vidéos. Ok. Ouais, c'était moi. Ça fait longtemps que tu me cherches, peut-être. Ah ouais, j'en vois un qui regarde tout le temps du Canada, non-stop. Eh ben, c'est moi. Non, quand j'ai commencé, c'était pas du Canada. C'était vraiment à partir de l'Algérie. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous étiez un petit peu ma bouffée d'oxygène. C'est-à-dire toi, Monsieur Sam, Tranchambier, Hygiène Mentale, Astronogeek, Clément Fraise aussi. Je sais pas si j'oublie. Pardon? Defecator. Ouais, Defecator aussi. Il y avait aussi une chaîne que j'adore. D'ailleurs, je revois toujours leurs vidéos. C'est Mycelium. Dommage, ils font pas beaucoup de trucs, mais moi j'adore. Surtout leur humour. Yor Gatus, moi c'est sûr, à chaque fois qu'ils commencent. Mais ils font plus. J'espère qu'ils vont reprendre. Vraiment, vous étiez ma bouffée d'oxygène. Parce que tu sais, les frustrations que je ressentais en Algérie, c'était quand même assez concret pour moi. Et quand je dis concret, c'est concret. Physiquement, je le ressentais. C'est-à-dire je me rappelle quand je suis arrivé
au Québec, au Canada, je vous assure que c'est le cas. C'est-à-dire, celui qui veut me croire, il me croit. Celui qui veut pas me croire, il me croit pas. Tout ce que j'ai comme preuve, c'est mon témoignage. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai senti un truc sur mon dos, tout un poids sur mon dos qui a disparu. Et j'ai fait une inspiration comme j'en avais jamais fait. Alors que, voilà, je descends je sais pas comment on appelle ça, les escaliers, et je voyais Pardon? De la passerelle, ouais. Oui, la passerelle. Et je voyais, tu vois, le drapeau canadien à côté du drapeau québécois. J'ai vraiment pris une inspiration. De toute ma vie, j'ai jamais eu ce genre d'inspiration. J'ai senti tout un poids de mon dos. T'as pas fait la prière? J'ai fait la prière, bien sûr, j'ai fait la prière, la salade dans l'aéroport pour remercier Allah. N'importe quoi. Donc, et là aussi, la douche que j'ai pris quand je suis arrivé, c'était tout un truc. Tu vois, tu te débarrasses, je sais pas, c'est une sensation. Sentiment de liberté? Ouais, un sentiment de liberté. Et le truc, c'est que je savais même pas que j'avais ça. Je savais pas. C'est en me débarrassant ou en sentant ce poids-là disparaître, que j'ai compris que j'étais en train de vivre avec ce poids toute ma vie. Je n'en avais pas conscience. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est comme si, je sais pas, si depuis que tu nais, il y a un bruit. T'imagines? Depuis que tu nais, il y a un bruit à côté de toi. Tu te rends pas compte qu'il y a un bruit à côté de toi. Jusqu'au moment où il disparaît, tu te dis, ah merde. Pendant toute ma vie, il y avait ce bruit, je m'étais pas rendu compte. Oui, et ben toute ma vie, j'avais un poids sur les épaules et je m'étais pas rendu compte. Donc, et tout ce que j'aimerais, tout ce que j'espère, tout ce que je souhaite, c'est que mes concitoyens algériens aient cette sensation en Algérie, vraiment, et cette sensation d'avoir un poids qui disparaît. Et je pense pas que c'est aussi impossible que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens. Je sais pas s'ils sont pessimistes ou réalistes. Eux, ils se présentent comme réalistes. Mais moi, je les vois quand même un petit peu comme pessimistes et qui disent que c'est impossible. Moi, je pense que c'est possible. Vraiment. À partir du moment où on est tous des êtres humains, eh ben, là où des êtres humains ont pu construire quelque chose, d'autres êtres humains ailleurs peuvent construire la même chose. Moi, je vois aucune différence, entre les Algériens et les Canadiens, par exemple, là où j'habite. Vraiment, je vois aucune différence. Je vois les mêmes êtres humains, les mêmes préoccupations, les mêmes trucs, tu vois, c'est les mêmes façons de faire, la même gentillesse, les mêmes types de relations. C'est juste que, peut-être que c'est une partie de chance, une partie de volonté qui a été prise, une parole qui a été prise au bon moment dans un pays, pas l'autre. L'essentiel, pour moi, c'est possible. C'est possible que l'Algérie soit un pays complètement démocratique et laïque et qui respecte la dignité humaine. Et comme je définis toujours la dignité humaine, pour moi, la dignité humaine, c'est vivre avec tes droits. C'est simple, hein, c'est une définition pas très compliquée. Quand tu disposes de tes droits et que ces droits-là existent de manière égale, mais vraiment, chez tous les citoyens, et que tu disposes de tes droits individuels et tes droits collectifs, ben c'est ça la dignité. Et si tu n'en disposes pas, eh ben il y a pas de dignité ça veut dire que les lois de ce pays-là te méprisent. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Tu dis que les gens sont soit réalistes, soit pessimistes. Ceux qui sont encore dans des pays où la liberté est pas folle. Peut-être qu'il y a des optimistes aussi, hein, parce que le dernier qui a entendu un bruit parasite comme ça pendant longtemps, il l'a interprété et c'est devenu un prophète. Donc peut-être que, on sait jamais. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimistes. Ouais. Tu sais, c'est un comique de répétition, c'est ça? Ça me rappelle quelque chose. Je crois que je sais plus qui dit. Mais j'en ai d'autres, t'inquiète pas. Quand on reparlera de certains sujets, j'ai trouvé un nouveau hadith, si jamais. Je te lirai un verset tout à l'heure. Inch'Allah. J'ai oublié qui disait ça. C'est un humoriste, comédien américain. Pardon? J'ai une petite histoire pour toi sur ce que tu as dit de l'avion, si tu veux. Oui, bien sûr. Attends, je t'agrandis. Merci. Il y a très longtemps, j'avais entendu une histoire en 2 parties qui m'avait beaucoup plu, qui est peut-être fausse, mais je pense que ça va vous plaire. Qui est le premier homme qui est allé dans l'espace? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin.
Donc Yuri Gagarin, au début, les gens ils voulaient pas vraiment, ils savaient pas s'il fallait investir de l'argent pour envoyer quelqu'un dans l'espace. Donc Yuri Gagarin, il fait une conférence. Attends, il y a des gens qui répondent Mohamed dans le chat. Mohamed, oui, Mohamed II. Le premier astronome. Il a voyagé sur le dos d'un mulet ou je sais pas. Mohamed. Et le deuxième, c'est Yuri Gagarin. Disons officiellement et avec les preuves concrètes et pas un raisonnement circulaire, c'est Yuri Gagarin. Ouais. Et donc Yuri Gagarin, il a un rêve. Et donc pour convaincre tout le monde de réaliser son rêve, il fait une conférence de presse et il dit vous savez, la Terre, c'est le berceau de l'humanité. Et quel bébé reste toute sa vie dans son berceau? Et Yuri Gagarin, il fait quelque chose de très intelligent dans la première partie de cette histoire, c'est qu'il convainc tout le monde que son rêve, c'est leur rêve. Et comme ça, il peut réaliser son rêve. Et ensuite, il peut pas juste convaincre les gens. Il va s'entraîner toute sa vie, il va entrer en compétition avec beaucoup d'autres astronautes, il va vraiment être le meilleur. Et tout ça pour, au final, il a rassemblé les gens autour de lui. Et il a eu tous les éléments pour réussir et il a réalisé son rêve. Et son rêve, est-ce qu'il a, vu que t'es dans l'analogie, je pense que tout le monde aurait compris. Attends, je finis parce que j'ai la punchline. Est-ce qu'il avait des haters? Est-ce qu'il avait des haters ou pas? Ouais, il avait beaucoup de haters. Et son rêve à Yuri Gagarin, c'était quoi? C'était de passer quelques heures en dehors de l'URSS. Oh! Ça fait rire personne. Ok, j'ai compris, je me casse. Ça fait rire personne. Non, c'est bon, j'ai compris. C'est touchant plus que Ouais, drôle. je c'est trouve. ça, je suis touchant. d'accord. C'est plus touchant que drôle. C'est même philosophique presque. Ouais. Bon, bah, si ça vous a touché, je suis content, je rigole tout seul et je vous laisse être touché. Marrant, c'est ce que disait le prophète Aïcha aussi. Voilà, je l'attendais, la lucarne. Je vous disais qu'il y avait un humoriste. Comment il s'appelait déjà? Putain. L'un des plus grands comédiens américains. Il est mort maintenant. J'ai oublié son nom. En tout cas, il disait, quand tu donnes un coup de pied, voilà, à quelqu'un, c'est drôle. 2 coups de pied, un peu moins drôle. 3, ça commence à devenir pas drôle. Mais au bout de 100, c'est hilarant. C'est ça, c'est le comique de répétition. Donc, 1 fois, c'est drôle. 2 fois, un peu moins. 3, beaucoup moins. Mais au bout de 100, c'est hilarant. C'est ça que tu essayes de faire, Dari. À devenir hilarant. Bah là, je suis à 40 à peu près, donc je vais continuer sans problème. Très bien, merci. On va continuer notre live parce qu'on a fait une dégression assez importante, mais c'était nécessaire. Et je pense que je te reposerai les mêmes questions la semaine prochaine, Dari. Jerry C'est important Lewis. de... Jerry Lewis, ouais, c'est lui. Merci beaucoup, c'est lui. Voilà, je le cherchais. Miho, il n'est pas content quand ça parle pas de Aïcha pendant 1 heure, il devient incontrôlable. Miho, contrôle-toi. Tu veux qu'on parle de Aïcha? Non, j'ai bien aimé un commentaire là, parce que moi j'adore comment on dit, les gens qui rigolent un petit peu. Il y a quelqu'un, vous étiez en train de parler du YouTube là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça. Ils m'ont dit, Mioub, dis-lui merci beaucoup. Parce qu'ils ont remarqué chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez nous, Jack, alors moi quand je vois qu'ils parlent beaucoup, alors je dis merci beaucoup. Alors ils l'ont écrit. Mais c'était intéressant. Bon, Jack, il y a beaucoup de... Chaque fois, il y a des gens qui viennent chez nous et se présentent. Et ça me fait plaisir de connaître des autres. Ouais, dommage que le stage, il limite comme ça. Oui. Alors, merci beaucoup. Et il y a un autre qui n'a pas parlé, non? Non, tout le monde les a. Tout le monde a parlé. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé, ça fait longtemps. Mais Amir, nous on est habitués. Moi, franchement, chez moi, je bloque pas les gens. Hein. S'ils font essayer d'écrire des menaces, des insultes et tout, moi je le bloque pas. J'ai même donné... Non, on enlève le stylo quand le même message revient plusieurs fois. C'est tout. Ouais. Voilà ce qu'on fait. C'est ça que je voulais, mais t'as pas activé ça dans mes
mes droits de modo. Ah, si. Ah bon? Je... Je Revérifie. vérifie. Ah, je t'assure que si. C'est ce que je voulais faire, mais je peux juste bloquer. Gérer la modération. Mettre les comptes en sourdine. Si, c'est activé. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que je dois Peut-être qu'il sortir. faut refaire une... Voilà. Tassa, bonsoir. Je vois personne, mais... Oui, il y a Tassa là. Bien sûr, je le vois, mais... Attends, je change. Non, elle est partie maintenant. Ouais. Bonne soirée, Ali Babal. Ah, ciao. Est-ce qu'il y a des musulmans sunnites qui... Ouais, parce que là, on m'a accordé un peu trop de répit, mais... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.